Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Moïse historique, épisode 2. Oui, j'avais envie d'en faire 3 épisodes parce qu'évidemment, il avait fallu introduire Moïse, si j'ose dire. Ensuite, dans cette émission-là, nous allons parler des 10 plaies d'Égypte. Et puis, dans la 3e émission, évidemment, nous aborderons l'Exode et ce qui a suivi. Vous vous souvenez que dans l'épisode précédent, on a vu qu'après la mort de l'esclave hébreu qui était devenu grand vizir d'Égypte, je parle de Joseph, la vie des fils d'Israël, installés dans le pays des pharaons, d'abord paisible et prospère, s'est transformée en un véritable cauchemar. Les Hébreux sont réduits en esclavage par le pouvoir qui craint que leur trop grand nombre ne les encourage à se révolter et à le renverser. Les malheureux triment du matin au soir, accablés par la chaleur étouffante et les coups de bâton des contremaîtres. Mais un jour, naît dans la maison de l'un de ces Hébreux, souvenez-vous, un enfant qui va bientôt changer leur destin, Moïse, abandonné à l'âge de 3 mois par sa mère à cause de l'ordre de Pharaon de noyer tous les enfants hébreux mâles, premier-nés. L'enfant est recueilli et adopté par la fille de Pharaon, il est éduqué, souvenez-vous, à la cour, comme un prince égyptien, vous connaissez l'histoire, il maîtrise rapidement tous les savoirs que lui enseignent ses maîtres. Mais il n'oublie évidemment pas d'où il vient, ni qui il est. Un jour, il voit un Égyptien frapper l'un de ses frères hébreux. Révolté contre cette injustice et une telle violence, il va tuer le contremaître et s'enfuir. Il trouve, souvenez-vous, refuge au pays de Madian, dans la péninsule du Sinaï. Là, il vole au secours des 7 jeunes filles venues faire boire leurs brebis à l'eau d'une fontaine que des bergers tentaient de chasser. Pour le remercier, le père des jeunes bergères, le prêtre du dieu local, ça c'est important, on y reviendra dans longtemps. Je ferai une émission, vous verrez, spéciale sur l'invention de Dieu, du Dieu unique. Bref, le prêtre du dieu local, c'est important, donc lui donne en mariage sa fille Sipora. Et un jour, alors qu'il fait paître le troupeau de son beau-père au mont Sinaï, Dieu se manifeste à lui sous la forme d'un buisson ardent qui ne se consume pas. Il lui révèle son nom, se présente comme le Dieu de ses pères, l'investit d'une mission, souvenez-vous, délivrer les fils d'Israël de leur servitude et les faire sortir d'Égypte. Il devra ensuite les mener, je cite, au pays ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan, du Hittite, de l'Armorite, du Périzite, du Hivite et du Jébustite. J'ai dit Armorite, c'est Amorite bien entendu. En contrepartie, le peuple devra offrir aux dieux les sacrifices et holocaustes au bout de 3 jours de marche dans le désert. Moïse, au début, souvenez-vous, tente de refuser cette mission parce qu'il s'estime incapable de la remplir. Dieu lui adjoint alors pour l'aider son frère Aaron, il l'envoie auprès du pharaon pour le convaincre de laisser partir les Hébreux. Il va le doter du pouvoir d'accomplir des prodiges extraordinaires pour impressionner le roi et ses magiciens. Vaincu, Moïse accepte. Il prend donc la route de ce pays qu'il a dû quitter il y a déjà 40 ans. Il est loin, très loin de se douter que sa tâche ne sera pas facile et qu'il va devoir lutter pendant des jours et réaliser des exploits surhumains pour faire céder le roi d'Égypte, le pharaon. Ces miracles vont entrer dans l'histoire et dans la culture populaire, faisant les plus grandes heures à la fois de l'opéra, du cinéma et de la littérature. Les 10 plaies d'Égypte, c'est dans 5000 ans d'histoire. Tantôt pays accueillant et à la terre fertile, tantôt lieu d'oppression et de débauche, l'Égypte de la Bible a 2 visages opposés. Mais ces images du double pays sont des réinventions littéraires, pas toujours très étayées d'ailleurs. La Bible constitue un ensemble de textes où l'Égypte, de même que les grandes nations du Proche-Orient antique, joue un rôle important qui évolue entre 2 pôles extrêmes, le positif et le négatif, la réalité et l'indifférence. Dans un premier temps, l'Égypte apparaît comme un lieu de refuge, un lieu d'accueil, le grenier, si vous voulez, du Proche-Orient. Abraham y descend quand une disette frappe le pays de Canaan. Jacob va y envoyer ses fils à la cour de Pharaon pour en rapporter des céréales. Et puis Jacob vient s'installer dans la vallée du Nil avec sa famille pour y croître et s'y multiplier jusqu'à sa mort. Cette époque correspond, si vous voulez, à la période faste durant laquelle Joseph, dont je parlais tout à l'heure, profitant de ses dons de prophétie, s'impose comme celui qui a inventé l'art d'administrer la terre et les richesses par un système foncier et le prêt à intérêt en vue des mauvais jours. Et pendant l'Exode, qu'on verra dans l'émission suivante, les Hébreux qui ne mangent que la manne sont nostalgiques de leur pays de servitude où ruisselle le lait et le miel, où l'on mange à satiété et où les marmites d'Égypte dégagent un fumet appétissant.
Donc dans un premier temps, l'Égypte apparaît dans la Bible comme une terre de culture, de sagesse, ainsi qu'une véritable puissance militaire à laquelle on demande secours lorsque surgit le danger assyrien. C'est aussi un lieu de refuge pour les proscrits, notamment la Sainte Famille qui fuit la colère d'Hérode, beaucoup plus tard. Pourtant, le caractère néfaste du pays de Pharaon l'emporte de très loin. Quand on regarde, évidemment, si vous faites un micro-trottoir, vous posez la question, l'Égypte a une image terrible. Dans la Bible, on relève plus de 400 occurrences où l'Égypte apparaît comme un pays d'oppression. À la mort de Joseph, l'Égypte se transforme, toujours le Joseph, bien sûr, dont je parlais tout à l'heure, pas le Joseph du Christ, l'Égypte se transforme en un pays d'esclavage pour le peuple d'Israël, refoulé aux confins du delta oriental, à Pithom, dans la terre de Goshen, le Wadi Toumilat. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.